Voilà, déjà, Feature Team, ça aurait été un petit peu compliqué, Impact Team, j'en parle même pas. Donc voilà, ensuite, une fois qu'on a remis à peu près les équipes au même niveau, ça veut aussi dire qu'on a pu commencer à travailler, à mutualiser la conception d'un certain nombre de fonctionnalités, puisque les équipes avançaient au même niveau, donc du coup, tu peux mutualiser tes refinements, etc., etc. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant une heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Du coup, sans transition, on va poursuivre nos échanges. Pour cela, j'accueille Chloé Fernandez et Johan Curdray. Merci à tous les deux d'être là pour prendre la suite de Laurie et j'espère qu'il n'y a pas trop de pression Non, tout va très bien. suite à la première partie. Mon enjeu, c'est effectivement que vous puissiez vous présenter. Vous avez été sélectionné aussi pour participer à cet échange avec Laurie, donc d'expliquer un petit peu votre background et ce que vous faites aujourd'hui chez Sephora, ce que vous apportez dans l'équipe produit. Ouais. Eh bien, je vais me lancer du coup. Donc, Johan Curdray, j'ai 35 ans, donc ça fait 2 ans que je suis arrivé chez Sephora. Auparavant, j'étais chez Accor, où j'ai officié un petit peu sur toutes les strates de la partie produit sur de l'application. Donc voilà, j'ai commencé plutôt en tant que product owner sur le couloir d'achat et ensuite lead product owner à un moment où on refaisait l'application de zéro et enfin j'ai terminé product manager avant de switcher sur ce poste de product director chez Sephora où je m'occupe du coup toujours de l'application mais aussi du couloir d'achat de notre site web. Et donc Chloé, moi j'ai 37 ans. Je suis arrivée chez Sephora il y a 1 an et demi, maintenant un peu plus. Et avant ça, j'étais chez Fnac Darty où j'ai passé 13 ans. Fnac d'abord, puis Fnac Darty. Et moi, j'ai eu une expérience assez variée. Je n'ai pas forcément commencé dans le digital. J'ai été dans des équipes business où j'ai traité toutes les problématiques autour de la carte de fidélité de la Fnac. Et ce parcours qui m'a fait changer de poste au sein de la Fnac m'a amené sur des postes dans le digital, puis ensuite dans le produit, et où j'ai terminé à la Fnac sur un poste de product manager sur tout ce qui était le care et le client. Et donc, assez naturellement, du coup, je suis arrivée chez Sephora sur le poste de directeur produit CRM et Loyalty. Ok, top. Du coup, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu à tous les deux avec votre vision déjà un peu comment on est organisé sur la product line chez Sephora, puisque vous avez 2 scopes bien différents. Et ce qui va m'intéresser aussi, et vous avez fait d'autres expériences dans du produit pour d'autres grands comptes, quelle différence vous avez dans l'exercice d'un métier ou de la discipline du product management par le passé et maintenant chez Sephora? En gros, comment on fait aussi concrètement du produit chez Sephora? Très clair. Alors aujourd'hui, je dirais qu'on est répartis on a 3 grandes product lines. Donc la première qui est la e-commerce, donc qui va graviter autour de tout ce qui se passe sur le couloir d'achat. La deuxième, donc c'est celle de Chloé. Je te laisse peut-être la Ouais, détailler. moi je vais être sur des problématiques autour du customer et tout ce qui est marketing automation. Voilà. Et la dernière, c'est la partie retail, donc tout ce qui va être les outils qu'on va utiliser en magasin, principalement pour nos beauty advisors, mais pas que. Donc voilà, toutes les problématiques autour du paiement, par exemple, qu'on va avoir, et sur laquelle on est en train de voilà, monter tout un écosystème et de structurer cet écosystème digital. Ouais, gros sujet, on en parlait tout à l'heure avec Laurie sur l'omnicanalité. Ok. Et du coup, deuxième question qui venait en suivant, c'est comment du coup, selon vous, on fait du produit à Sephora? Quelle démarche produit vous avez intégrée, auquel vous tenez absolument? Peut-être que c'est différent d'ailleurs, vous avez peut-être une vision différente d'ailleurs suivant vos scopes respectifs.
Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce qu'il en est et peut-être un comparatif avec ce que vous aviez vécu par le passé? Alors, quand je suis arrivé chez Sephora, donc c'était il y a 2 ans, un petit peu avant l'arrivée de Chloé, qui est arrivée 6-8 mois après, je crois. C'est Ouais, ça ouais. exactement. On avait en fait tout un travail, on va dire, qui était de s'assurer, de remettre, on va dire, un petit peu certains fondamentaux de la méthodologie produit et même des prérequis, je dirais, à la méthodologie produit dans les pratiques des équipes. Pour être très concret, il y avait un certain nombre en fait, de fondamentaux, type le fait de s'assurer qu'on va avoir des US qui sont bien invest, par exemple. Alors ça paraît être un prérequis, quelque chose d'assez évident, mais sur lequel il a fallu pareil réaccompagner un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait derrière, c'était ça qui nous permettait d'amener assez rapidement la notion de priorisation par la valeur. Sachant que dans un grand groupe, il y a quand même pas mal de dispositifs, même si les PO avec lesquels on travaille ne sont pas forcément tous hyper familiers avec des outils d'analytics type Google Analytics, Contentsware ou autre. Ça permet déjà de responsabiliser un petit peu plus sur voilà, comment je vais prioriser mon backlog et sur quels insights ou même des fois sur quel parti pris je vais pouvoir m'appuyer. Et puis ensuite, en fait, en tirant le trait assez rapidement, on arrive sur d'autres artefacts de plus en plus costauds. Alors la story map, puis la feature map, etc., etc. Donc cette partie-là, elle est assez vite, je dirais. Ça s'est passé en à peu près 3-6 mois. Et ensuite, on a eu la chance, Laurie en parlait tout à l'heure, d'avoir une équipe design qui s'est montée assez rapidement. On a eu une accélération quand même qui a été assez folle en quelques mois. Et en fait, la montée de cette équipe design a permis assez vite une fois qu'on avait remis un petit peu le delivery d'équerre, voilà exactement, de shifter assez rapidement et de structurer le discovery. Et donc du coup, l'un alimentant l'autre, forcément, ça a aussi aidé à muscler voilà, nos pratiques produits. Voilà. Donc je dirais il y a eu un petit peu ce cheminement qui s'est fait là, et maintenant on est encore sur le dernier étage de la fusée, je dirais, qui va être de comment est-ce qu'on arrive à faire fonctionner nos différentes product lines ensemble sur des projets de très grande envergure. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas des projets de grande envergure avant, mais on était plus sur un mode projet. Et là maintenant, c'est comment est-ce qu'on va arriver à articuler nos différentes itérations, nos différentes features ensemble avec différentes mécaniques, différents artefacts qu'on est en train de bosser. Voilà. Ouais, moi j'ai à peu près le même constat que Johan. Quand je suis arrivée, il y avait déjà une bonne partie de la transformation qui avait été faite chez Sephora et quelque part, moi je l'avais aussi vécu par le passé, la transfo chez Fnac Darty qui était passée vraiment d'une équipe projet à une équipe produit. Et donc là chez Sephora, le chemin était déjà en cours. Il y a eu toute la montée en compétences des product owners qui étaient déjà en place vers voilà, une dimension beaucoup plus orientée produit. Et je pense que la force de Sephora, c'est d'avoir compris que le design était essentiel. Et on a une chance incroyable d'avoir des équipes design très dimensionnées pour nous soutenir. Et c'est vraiment pour moi ce qui est la grande force de Sephora là-dessus. Génial, génial, parce que souvent c'est le parent pauvre, le design, quand on échange et quand on prend des leaders avec beaucoup de clichés, et c'est chouette de vous entendre là-dessus en tout cas. Je garde la remarque sur le produit à l'échelle, la relation entre vos pôles et vos périmètres respectifs, ça m'intéresse et c'est pour la suite. Juste avant ça, je voulais avoir votre vision parce qu'un des grands enjeux, quand on commence à être mature comme ça, à faire de la discovery, du delivery, de l'amélioration continue, c'est la pondération. C'est quel effort on met, quand est-ce qu'on se dit que une phase de discovery, elle est sèche et on repasse, on met le braquet sur le delivery. Voilà. Comment vous gérez ces allers-retours et l'effort de vos équipes, parce qu'on parlait d'impact, mais il y a aussi l'effort et l'emphase qu'on y met là-dessus. Je pense que déjà, on s'est beaucoup plus processé. Laurie le disait tout à l'heure, il faut de la structure. Et c'est aujourd'hui dans notre cycle de construction d'un produit, on a beaucoup plus processé la partie discovery et delivery. Et notamment par la mise en place du PI planning avec une phase d'analyse où on va être très séquencé sur, on va analyser notre besoin, on va le concevoir et ensuite il va partir en delivery. Et voilà, je pense que du coup on pondère bien parce qu'on est phasé et on est structuré. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, complètement. Complètement, je pense qu'on a aussi eu une évolution où on reste quand même dans un grand groupe.
comme beaucoup de grands groupes, et bon, je pense que c'est vraiment un classique du marché, on a énormément de sujets qui sont aussi drivés par la date. Aussi parce que les budgets sont généralement validés pour l'année, etc., etc. Pour répondre à ta première question, quand tu disais à quel moment on sèche le discovery, souvent, au début, on démarre avec on sèche le discovery par rapport à un rétro-planning en se disant on va devoir… À telle date, il faut passer en delivery. Exactement. Ça, c'était un petit peu l'écueil qu'on avait dans un premier temps, et de plus en plus, et ça, je pense que ça rejoint aussi tout le travail de pédagogie qui a été fait avec nos différents stakeholders. On répond à certaines ambitions, on montre aussi que ce qu'on fait en discovery a de la valeur. On arrive à convaincre ces personnes-là et qui, du coup, aussi parce qu'on va les associer, vont aussi s'intéresser à ce qu'il va y avoir dans le discovery et vont, entre guillemets, lever un petit peu cette pression de la date. Et quelque part, tout cet investissement qu'on va faire là va nous aider ensuite derrière à dire peut-être que le sujet prendra un petit peu plus de temps, mais derrière, ça va nous permettre de capter tel pourcentage de clients supplémentaires, etc., etc. Et en fait, tout ce travail qu'on a fait là maintenant fait que on a un petit peu plus de participation active de nos stakeholders, de plus en plus, et c'est quelque chose qu'on va continuer à muscler dans les mois à venir. Se permettre aussi des phases de discovery qui vont être plus processées, mais aussi un petit peu plus longues que ce qu'on a pu faire par le passé pour engager nos sujets. Ok, très clair. Évidemment, là, je remets le braquet sur Chloé. Du coup, on évoquait que peut-être une next step pour vous, c'était de passer sur des produits à plus grande échelle, peut-être avec, j'imagine, plus de synchro, de dépendance, coordination. Tu avais évoqué PI Planning, donc évidemment, Safe vient plus ou moins dans la boucle. Et, vous allez me dire si vous êtes plus ou moins rigoriste dans l'approche, etc. Mais voilà, preneur de votre vision sur du coup l'après. Si vous commencez à tacler des gros sujets qui vont être transverses, inter-équipes, comment vous voyez les choses, comment vous allez le gérer là-dessus? On a beaucoup évolué sur ce sujet au cours des derniers mois. Quand je suis arrivée, on était encore qu'en sprint planning, donc toutes les 3 semaines un sprint planning. Et pour le coup, j'étais très sponsor de la mise en place d'un PI planning que j'avais éprouvé avant chez Fnac Darty et que je trouvais vraiment efficace. Et on a fait une première itération du PI planning où on a commencé à poser les bases, à organiser les équipes digitales et data qui étaient aussi séparées pour travailler communément sur un plan et pouvoir travailler la gestion des dépendances entre chaque périmètre. Là aujourd'hui on est en train d'itérer parce que quelque part la transformation elle est aussi agile et on continue de s'améliorer sur nos organisations et notamment avec la création de trains qui vont être dédiés à des moments aussi du parcours sur une chaîne de valeur. Donc on a redéfini notre chaîne de valeur chez Sephora, on a restructuré des produits pour ne plus avoir de trous dans la raquette. C'est tout bête, mais initialement on avait construit des produits, mais finalement il y avait certaines parties de nos technos qui étaient un peu toutes seules. Donc on a bien restructuré et la création de ces trains, l'organisation du PI planning à plus grande échelle nous permet aujourd'hui être plus structuré, de créer des instances de synchronisation entre les trains et à l'intérieur du train. Et aujourd'hui, on itère et on reprend un peu ce processus-là, mais ça se passe plutôt très bien. Complètement. Aujourd'hui, on est un petit peu au milieu du gué, au sens où on a commencé à caler, comme le disait Chloé, une organisation, une adaptation, je dirais plutôt, de Safe. D'autant que, généralement, le mot Safe, c'est souvent un mot qui fait un petit peu peur dans les communautés produits, mais qui, je le vois, à l'échelle d'un grand groupe, a quand même une grosse vertu, qui est que ça permet aussi aux équipes de bien maîtriser les fondamentaux pour après, derrière, opérer et avoir plus de largesse. Exactement. Avoir un petit peu plus de flexibilité. Mais au moins, ça permet effectivement de bien aligner tout le monde. Exactement. De mettre un cadre. Qui plus est sur des gros sujets, des gros morceaux qui vont affecter parfois, tu l'as dit, plusieurs produits, mais aussi plusieurs trains. Là, actuellement, dans la phase dans laquelle on est, on commence vraiment à récolter aussi les fruits de cette organisation-là. On a des instances qui fonctionnent extrêmement bien. Donc le PI, tu en as parlé, aussi des artsync qui sont des instances
très millimétrés 2 fois par semaine, mais qui nous permettent vraiment de très rapidement identifier les alertes, les intercepter et au final de gagner en efficience, en efficacité et au final de gagner du temps aussi pour les équipes. Donc voilà, même si au premier abord, tu as parfois un petit peu ce réflexe des équipes de dire oh non, du safe, ça a l'air compliqué. En fait, une fois que le concept il est maîtrisé, en fait, voilà, après c'est aussi la responsabilité des directeurs produits et IT aussi de voir un petit peu où on met le curseur. Mais ouais, globalement, si c'est fait intelligemment, ça fonctionne très bien. Et j'ajouterais aussi que dans la définition des produits, on a essayé de créer des produits très autonomes. Et l'idée justement, c'est en faisant un produit où on va retrouver toutes les équipes pluridisciplinaires, mais aussi de toutes les technos au sein d'un même produit, quelque part, on va s'enlever des dépendances avec d'autres scopes. Donc c'était aussi dans la construction du produit un point très important de garder une autonomie pour pouvoir délivrer aussi plus rapidement. Ok, l'aléa que moi j'entends souvent, je vous challenge un peu, je vous titille à Safe. Pour le coup, j'ai beaucoup d'interviewés qui me parlent de Safe et je pense que c'est vraiment une grosse guideline et ça aide beaucoup effectivement de grandes organisations à faire du produit à l'échelle efficace, gérer ce que vous disiez, la coordo, etc. Mais l'aléa que j'entends souvent, c'est aussi on se replonge vachement dans le delivery, on perd en user centricity. Donc on va peut-être revenir à la boucle du départ avec l'équipe design. Est-ce que vous arrivez à embarquer l'équipe design dans Safe ou pas voilà, comment on ne perd pas à se plonger dans le delivery et les dépendances de delivery, à perdre l'aspect user-centric, itératif, etc., etc. Et c'est une excellente question parce qu'en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est une ligne de crête quand tu es en train de mettre en place une transformation, d'arriver à trouver le modèle qui va t'aider à délivrer efficacement et donc aussi de gagner la confiance de tes stakeholders qui derrière vont te donner plus de moyens, soit financiers, soit aussi du temps. Aussi, on en parlait tout à l'heure un petit peu de la date. Et aussi d'arriver à, entre guillemets, faire accoster ce modèle qui n'a pas été pensé à une époque où les pratiques produits discovery, je pense, étaient très matures, parce que bon, Safe, c'est aussi un petit peu ancien, et d'arriver à intégrer avec toute cette partie discovery-là. En tout cas, je pense que tôt ou tard, à mon avis, il y aura un modèle peut-être qui émergera et qui sera peut-être du Safe qui intègre du Discovery et ça portera sans doute un autre nom et que sais-je. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, c'est à nous aussi de le créer et de voir par rapport à notre maturité sur toute la partie Product Design et Product Management pour l'intégrer dans ce process-là. Et globalement, je dirais, ça se fait, mais par contre, voilà, ça demande aussi pas mal de temps pour le cadrer, voir à partir de quel moment, voir aussi, Safe repose aussi beaucoup sur un concept de analyse et delivery, mais du coup, est-ce que le discovery rentre dans cette partie analyse? Est-ce que c'est même pensé en amont? Du coup, ça allonge également le time to market ou la manière dont tu le présentes aussi à tes stakeholders. Donc voilà, sachant qu'on est aussi sur des période de 3 mois, 3 mois, 3 mois. Donc forcément aussi, ça renvoie des messages qui ne sont pas toujours compatibles avec le calendrier d'un grand groupe. Beaucoup d'adaptations aussi à faire sur ce modèle-là. Et aussi ne pas non plus être trop rigoriste, c'est-à-dire que des fois, un sujet ne mérite pas forcément d'être bloqué dans un parking lot pendant 3 mois en analyse avant de pouvoir passer en delivery. Évidemment, tout ça s'adapte en fonction de la complexité de tes fonctionnalités ou de tes sujets, bien sûr. Et après, on a aussi des instances entre les product managers et les product designers pour justement faire du discovery, analyser quels sont nos pains aujourd'hui sur nos parcours. C'est un travail vraiment qui est hebdomadaire. Ils se revoient chaque semaine pour travailler là-dessus. Et on fait énormément de continuous improvement pour améliorer toujours nos produits et aller dans le bon sens. Donc je pense que c'est une très bonne collaboration, peut-être pas dans le chemin en tout cas by the book par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans une organisation safe, mais aujourd'hui, en tout cas, ça fonctionne très bien avec le design. Ok, c'est super chouette. Peut-être un défi, j'imagine, on en a parlé un petit peu aussi avec Laurie précédemment. Vous êtes dans une grosse boîte à l'international. Comment on gère, on se disait l'équipe produit est là pour construire le corps modèle, multi-pays, et après il y a de la customisation par rapport aux enjeux culturels, par rapport aux usages spécifiques des clients locaux. Comment vous gérez d'un point de vue peut-être plus opérationnel et avec peut-être quelques exemples
cet équilibre qui, j'imagine, est un défi pour vous sur vos scopes respectifs assez important. On a à cœur déjà quand on scope des sujets de le penser corps modèle, mais du coup de le penser international. Okay. Voilà, c'est un premier prérequis et pas. Alors on a un marché très fort qui est la France et du coup et en plus on est basé en France donc forcément on s'inspire beaucoup du marché français, mais on essaie quand même de garder en tête toutes les spécificités locales pour ne pas avoir tout à déconstruire une fois qu'on doit mettre en place sur un autre marché. Et après, effectivement, il y a des contraintes locales et notamment une autre contrainte supplémentaire qui est parfois légale. Moi, sur les sujets customer, j'ai des sujets légaux qui vont impacter la modélisation du corps modèle. Et qui te challenge du coup, voire te ferme la porte. Non je ne crois pas encore avoir de fermeture de porte. La loi qui dit je ne peux pas faire cette ça, tu ne le fais pas. Je ne crois pas encore avoir été confrontée à ça. Mais voilà, donc on essaie de penser international déjà dès la conception pour ensuite adapter à la marge pour le local. Ouais. On a en fait cette problématique qui est qu'on couvre des pays qui sont quand même très différents. On a certains marchés qui sont aussi très spécifiques. Je pense à la Turquie qui est un pays aussi qui est hors Union européenne avec un cadre légal extrêmement spécifique sur toute la partie client, sur toute la partie paiement également. Et d'ailleurs, il y a très peu de PSP qui se sont lancés en Turquie parce que le ratio coût-valeur était faible, un peu compliqué, c'est assumé, mais qui pour autant est un marché qui cartonne. Et en fait, du coup, il faut qu'on arrive à penser nos systèmes dès le début pour être modulables. Et de pouvoir dès le début avoir un petit peu cette logique un petit peu, alors ça fait un petit peu tarte à la crème mais un peu en Lego, notamment avec deux points aussi sur le couloir d'achat auquel je pense, qui sont livraison et paiement, parce que voilà, les modes de livraison que tu vas avoir peuvent vraiment varier d'un pays à l'autre. On a certains pays où c'est exclusivement de la livraison via les magasins, d'autres qui disposent d'entrepôts et donc du coup d'un point de vue expérience client, il faut aussi qu'on arrive à masquer cette complexité-là, non seulement pour nos clients, mais aussi pour les personnes qui vont aller délivrer cette expérience, de sorte qu'à chaque fois qu'on fait une évolution sur ce pays-là particulièrement, on n'ait pas un parcours ou un check-out qui ressemble complètement à autre chose que le pays de l'autre côté de la frontière. Donc c'est pas un exercice qui est toujours facile, mais en tout cas qui s'y s'anticipe bien en amont, peut tout à fait être jouable. Et j'ajouterai un dernier point, c'est on essaye de plus en plus de réfléchir à cette logique-là avec tout ce qu'on fait d'un point de vue design et notamment tout ce qu'on va mettre en place à travers le design system, qui n'est pas qu'une simple bibliothèque de composants graphiques, mais qui est aussi... traduction en une ligne, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et voilà, exactement. Mais par exemple, typiquement, le fait d'avoir un module de paiement qui va derrière pouvoir s'exécuter avec telle ou telle spécificité, modulo tel ajout de, j'en sais rien, bloc tantôt de mention légale, tantôt de spécificité de formulaire, etc. Et qui soit développé également de manière modulaire, de sorte qu'on n'ait pas besoin à chaque fois de forquer, de forquer une partie du site ou de l'application, ce qui est bien évidemment plus coûteux pour tout le monde. J'imagine. Super intéressant, les exemples sont top. Peut-être aussi une autre question pour vous. On a parlé de modèle du coup feature team. J'imagine aussi que ça s'intègre bien dans le corps modèle de Safe. C'est quoi votre feedback sur la feature team? Il n'y a aucun modèle parfait. Force, limite que vous y voyez. Est-ce le meilleur modèle pour vous? Pourquoi? Voilà, ça va être ma question parce que je pense qu'il y a beaucoup de product leaders qui se posent cette question. Feature team, impact team, découpage par pan fonctionnel, etc., etc. Donc, preneur de votre feedback là-dessus. Alors, je vais faire un peu la réponse de Normand habituelle. Ça va dépendre encore une fois du contexte. Je prendrai un exemple qu'on a chez Sephora qui est assez parlant. Je pense que c'est celui de l'application, où en fait on a commencé, et c'était un parti pris complètement assumé. On a commencé en fait plutôt en component team avec des équipes
qui n'avait pas de coloration par périmètre fonctionnel, qui était que iOS et que Android, qui était à part. Pourquoi en fait? Parce qu'il y avait tout un tas de rationnels derrière ça, qui était que alors on avait déjà une dette produit et technique à rattraper sur certains assets. Donc, qui faisait que iOS et Android n'étant pas au même niveau, fallait aussi voilà, mettre un petit peu plus de poids du corps à certains endroits. Et donc, du coup, ce que ça créait aussi, c'est que les roadmaps n'allaient pas au même rythme et n'étaient pas équilibrés, n'étaient pas alignés. Donc voilà, déjà Feature Team, ça aurait été un petit peu compliqué, Impact Team, j'en parle même pas. Donc voilà, ensuite une fois qu'on a remis à peu près les équipes au même niveau, ça veut aussi dire qu'on a pu commencer à travailler, à mutualiser la conception d'un certain nombre de fonctionnalités, puisque les équipes avançaient au même niveau, donc du coup tu peux mutualiser tes refinements, etc., etc. Et donc du coup on a commencé à réinjecter du coup une coloration par périmètre fonctionnel avec un PO, même si on avait un PO qui gère un périmètre fonctionnel pour deux composants distincts. Voilà, une fois qu'on a eu maturé ce modèle, on a mis à peu près voilà, un an. Aujourd'hui les prérequis sont enfin atteints pour que voilà, on bascule sur un modèle voilà, un petit peu plus Impact Team qui pose aussi énormément de questions, hein, notamment quand tu es sur un asset comme l'application, pour du coup derrière avoir une équipe application sur la partie customer qui soit opérée par du coup les mêmes PO et PM qui opèrent la partie web, idem pour le couloir d'achat, etc., etc. C'est vrai que là-dessus, les difficultés, ça va être surtout sur le delivery du coup, et même au-delà dans la mise en prod, sur le fait de découper l'application, c'était pas le cas jusqu'à maintenant. Par contre, c'est vrai qu'on y voit une vraie plus-value sur toute la conception. Oui. On n'a pas besoin de construire chacun de son côté une expérience qui est en fait commune. Le client, qu'il soit sur l'application ou le site web, ou même juste en magasin, il faut que ce soit son couture. Donc finalement, cette organisation, elle est très bénéfique au final pour le client. À l'usage, quoi. Ouais. Tout à fait. Ok, top. Peut-être une de mes dernières questions. Comment vous voyez les tendances sur votre métier? Comment vous voyez, en fait, ça c'est la question qui tue, hein. Comment encore s'améliorer, progresser? Voilà, c'est quoi le chemin pour vous à parcourir? Ouais. Alors je dirais, il y a forcément une tendance qu'on est obligé d'évoquer, pas uniquement pour le référencement de la vidéo, mais qui est l'IA. Non, plus sérieusement, on va avoir en fait, je pense, à mon avis, toute la partie delivery va fortement bénéficier de tout ce qui est en train d'émerger. Voilà, via l'utilisation de prompts pour les product owners, ne serait-ce que pour des choses très simples, hein, standardiser des US, ou même peut-être demain assez rapidement, je pense à mon avis c'est des sujets qui vont venir d'ici même pas un an, de formaliser une documentation à partir d'un package de voilà, tickets Jira, de référentiel Confluent. Ouais, c'est l'usage de l'IA dans ton métier de PM. Métier, ouais, exactement. Et avant et évidemment demain en tant que retailer et en tant qu'acteur hyper légitime sur le conseil, évidemment qu'on va penser à des cas auxquels tout le marché est en train de s'intéresser. Enfin, tu veux peut-être. Ouais, et pour revenir sur la partie IA, en plus on encourage nos équipes aujourd'hui. On a au sein de nos équipes des personnes qui ont vraiment pris à cœur ce sujet-là et qui se sont dit comment je vais pouvoir utiliser l'IA au sein de mon métier de produit. Et donc on a des initiatives au sein de nos équipes qui l'ont fait d'eux-mêmes, de créer une communauté là-dessus pour voir et réfléchir aux use cases qui pourront être mis en place grâce à l'IA. Complètement. C'est super intéressant, il faut qu'on en discute parce que nous aussi on travaille là-dessus et c'est top. Ouais. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? On arrive au bout. Déjà, merci pour cette interview. Trop dur à deux. Non, ça va. Non, ça va. On a l'habitude de collaborer ensemble. Hein, c'est notre quotidien. C'est fluide. Donc, merci pour effectivement cette intervention. Je pense que c'était hyper chouette de pouvoir échanger et aussi de pouvoir partager aussi le point de vue de Sephora sur les pratiques produits, sur ce qu'on fait qui se voit à l'extérieur, mais aussi voilà, sur un petit peu la cuisine et la machinerie interne. Qui est tout aussi passionnant à mon sens. Donc, je pense qu'on en a pas mal appris. En effet, il y a un truc où je dois vous corriger, c'est moi qui vous remercie parce que c'est vous qui avez accepté mon invitation et qui prenez du temps pour cet exercice. Et je sais que c'est pas un exercice facile, donc honnêtement, c'est moi qui vous remercie.
Du coup, merci beaucoup. Et super chouette, mot de la fin, excellent. Et, du coup, un grand merci à Johan, Chloé, encore une fois, pour le temps accordé. C'était un chouette moment, je pense, un partage super intéressant et enrichissant. Merci à toutes et à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis, je l'espère, jusqu'au bout, les plus tenaces. Si vous voulez suivre d'autres émissions, d'autres discussions, restez connectés, suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez aussi, je pense que tout le monde ici a LinkedIn, suivez sur LinkedIn, Laurie, Chloé, Johan, je pense que de temps en temps il y a des beaux partages et des belles discussions qui peuvent se faire, n'hésitez pas à leur écrire si vous voulez en savoir plus, aussi sur Sephora et les pratiques produits chez Sephora. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez évidemment en savoir plus sur comment on mène des organisations à se centrer produit et comment on applique du product management au day-to-day et peut-être demain évidemment avec de l'intelligence artificielle. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour de prochains épisodes. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!